Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire d'un mystère avec la mer pour seul horizon. La disparition de la famille Godard au large de la Bretagne en septembre 1999. Cette affaire est l'une des plus mystérieuses de la dernière décennie. C'est l'histoire d'un médecin qui prend le large avec ses 2 enfants par une belle journée de septembre et qu'on ne reverra jamais. Tout comme la mère de famille disparue, elle, à son domicile. L'affaire Godard, c'est un polar sur lequel plane l'ombre d'un corbeau qui fait office de témoin et d'aiguillon pour les enquêteurs. Après 12 ans d'une enquête menée par 5 juges d'instruction, 4 coins du monde, le mystère reste entier sur le sort de cette famille de la région de Caen. Seule certitude aujourd'hui, Yves Godard et sa fille Camille sont morts puisque des ossements leur appartenant ont été retrouvés. Alors que s'est-il passé? Pour quelles raisons la famille Godard a-t-elle disparu? Comment l'enquête a-t-elle évolué? Et surtout, pourquoi n'a-t-elle pas abouti? Notre invité aujourd'hui est Éric Lemasson, ancien grand reporter, aujourd'hui réalisateur et producteur pour la télévision. Pendant plusieurs mois, il a mené sa propre enquête sur l'affaire. Il est l'auteur d'un ouvrage dans lequel il apporte un nouvel éclairage sur ce dossier. L'ouvrage est intitulé « L'assassinat du docteur Godard ». Il est paru en 2011 aux éditions Les Arènes. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara, avec le soutien des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attaché de production Léa Dupouy-Hennequin, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, comédien Philippe Pierrard, réalisation Coyenne Guyenne et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui Enzo Labori, Serge Viguier. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Dimanche 5 septembre 1999. Au large de Roscoff, près de l'île de Bas, dans le nord de la Bretagne, la mer est calme, l'horizon est dégagé. C'est une belle journée pour la pratique de la voile en pleine mer. Dans le courant de l'après-midi, un chalutier Lascara, qui remonte ses filets au large, aperçoit à la jumelle un petit canot pneumatique de type Zodiac qui semble dériver au gré des courants, avec à première vue personne à bord. En mer, où les codes de solidarité et d'entraide maritime sont très forts, ce genre de situation ne peut laisser indifférent aucun marin. Aussi, les pêcheurs décident-ils de s'approcher de la petite embarcation. Ils découvrent qu'il s'agit en réalité d'une annexe, un petit canot que tracte un navire de plaisance et que ses occupants utilisent lorsqu'ils arrivent au port pour débarquer. Le canot est immatriculé SM, 2 lettres qui correspondent au port de Saint-Malo, situé à 120 km à l'est. Dans le canot, on ne trouve rien, si ce n'est un ciré jaune d'adulte coincé sous une latte de bois. Et lorsqu'ils le récupèrent et inspectent les poches du vêtement, les pêcheurs découvrent à leur grande stupéfaction un chéquier d'une banque française au nom d'un certain Yves Godard, un médecin. Les marins qui pensent à un naufrage alertent, comme le veut la règle, CROSS, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, qui va diligenter immédiatement les opérations de recherche. Grâce à l'immatriculation du canot, les gendarmes maritimes remontent vite la piste de la petite embarcation. Celle-ci appartient à un voilier de plaisance, le Nic, qui est lui-même la propriété d'une société de location basée à Saint-Malo. Un avis de recherche est lancé sur les canaux VHF et sur les radios pour demander aux marins qui naviguent dans la zone de signaler tout voilier pouvant ressembler à un monocoque de 9 mètres type Sun Odyssey 30 avec un jeu de voile blanc. À ce stade, la piste privilégiée par les gendarmes maritimes est celle d'un incident à bord ou d'un naufrage en pleine mer. Pourtant déjà, parmi eux, certains sont étonnés des éléments qu'on leur présente. Plusieurs années après, un gendarme à la retraite confie aux journalistes. Durant les premières 24 heures, nos recherches se déroulent pour ainsi dire normalement. Nous sommes face à un cas classique de disparition. Un ou plusieurs individus à bord d'un navire de plaisance sont portés manquants par la capitainerie du port. Cette situation, bien qu'inquiétante, n'a rien de dramatique, car dans 9 cas sur 10, il s'agit soit d'un défaut de radio, soit d'une escale imprévue au mouillage sur une île, soit une mauvaise gestion des cartes de navigation, ce qui a fait dériver l'embarcation en dehors de la zone de recherche. Avec tous ces plaisanciers sur l'eau, on a parfois beaucoup de gens inconscients. Mais dans l'affaire du voilier Nic, on a très vite senti que quelque chose clochait. En effet, les premiers témoignages des proches des disparus étaient tous concordants sur une chose. Le docteur Godard était un navigateur averti qui avait toutes les notions nécessaires pour maîtriser son embarcation et la ramener à bon port. Comment
un marin aussi expérimenté aurait-il pu laisser un chéquier dans un ciré? La pratique aurait voulu que tous ces documents, ainsi que ses autres papiers, comme son carnet de navigation, soient dans un petit bidon ou sac étanche qu'il garde à portée de main dans la partie habitable du bateau. C'est ce détail trop flagrant qui m'a donné, à moi, un mauvais pressentiment. Quelque chose ne tournait pas rond. Entendu rapidement par les gendarmes de la brigade des affaires maritimes, le propriétaire du voilier explique qu'il a pris une réservation par téléphone d'une durée de 4 jours pour un client du nom d'Yves Godard. C'est effectivement celui qui apparaît sur le chéquier retrouvé à bord du canot. Le loueur ajoute que le docteur Godard a réservé l'embarcation le 17 août pour utilisation le 31. Il disait vouloir faire une croisière de quelques jours avec ses enfants entre Saint-Malo et Perros-Guirec. Par ailleurs, le loueur affirme que le jour du départ, lors de l'appareillage du bateau au port du Sablon, le 1er septembre, n'était présent à bord de l'embarcation que Monsieur Godard et 2 enfants, un petit garçon et une petite fille âgée de 5-6 ans. Deuxième information qui confirme les déclarations du loueur, la déposition d'un douanier dans les jours qui suivent. Il informe les gendarmes qu'il a contrôlé le voilier Nick le 2 septembre en fin d'après-midi, un contrôle de routine. Tout était en règle, et il lui est apparu que le plaisancier à la barre, Yves Godard, malgré son air soucieux et fatigué, était à même de naviguer ce jour-là. L'agent confirme aux gendarmes avoir vu à bord un enfant qui semblait assoupi. Les proches de la famille Godard, eux, aussi entendus par les gendarmes, confirment qu'Yves Godard est un passionné de voile, un marin aguerri, toujours soucieux de la sécurité lorsqu'il prend la mer. De plus, la zone dans laquelle semble avoir disparu le bateau, malgré les courants, n'est pas considérée comme une zone dangereuse. Enfin, la météo, très clémente ces derniers jours, fait du trajet Saint-Malo-Perros-Guirec une formalité, en tout cas pour un marin comme le docteur Godard. La gendarmerie déploie des moyens conséquents, car les faits tels qu'ils se présentent sont pour le moins mystérieux. On est toujours sans nouvelles des occupants du Nick, parti de Saint-Malo. Le voilier était attendu à Perros-Guirec. Il avait été loué mercredi dernier par un couple du Calvados et ses 2 enfants. La découverte hier matin de l'annexe du bateau a mis en branle un important dispositif de recherche. Caroline Faure. Depuis hier, d'importants moyens ont été déployés pour tenter de retrouver les 4 personnes sur une large zone allant de Saint-Malo à l'île de Bas. Un avion de la marine et un avion de recherche de Guernesey survolent cette région et des vedettes de la SNSM patrouillent la côte sans relâche. Ce soir, les recherches n'ont rien donné et on est toujours sans nouvelles des 4 disparus. Au lendemain de la découverte du canot et des premières recherches des gendarmes, c'est la rentrée des classes dans toute la France. À Tilly-sur-Seul, dans le Calvados, où sont scolarisés Camille et Marius, les 2 enfants Godard, 2 sièges restent vides dans la salle de classe. Les enseignants s'inquiètent, mais personne ne répond au téléphone au domicile de la famille Godard. Pas même Marie-France, la mère de famille, qui n'est pas partie en bateau avec son mari et ses enfants. De leur côté, prévenus par la capitainerie du port, les gendarmes commencent à inspecter le véhicule personnel Yves Godard, un combi Volkswagen blanc, stationné sur le parking du port des Sablons, à quelques dizaines de mètres du ponton d'où est parti le bateau, le Nick, loué par Yves Godard le 1er septembre. À bord du véhicule, les gendarmes mettent la main sur 2 ampoules ouvertes. Elles contiennent de la morphine, cette substance opiacée qui atténue les douleurs consécutives à de grands traumatismes et qui peuvent être utiles lors d'accidents de la route, notamment. Yves Godard est médecin, ce qui rend la présence de cette morphine dans sa voiture explicable, voire cohérente. En revanche, la découverte que fait l'un des gendarmes pendant la même inspection est troublante. Il y a des taches de sang dans le fond du véhicule. Ça commence à faire beaucoup. Alors les gendarmes se rendent au domicile de la famille Godard, à Tilly-sur-Seul. Après 2 heures de route à travers la Normandie, les gendarmes arrivent en banlieue de Caen, au hameau de Juvigny, où les Godard possèdent une petite maison en pierre près d'une rivière. D'emblée, les enquêteurs sont étonnés car les portes sont ouvertes. La maison est propre. Sur la table de la salle à manger traîne une feuille de papier sur laquelle est écrit « Parti pour quelques jours, nous revenons dimanche ». C'est seulement lorsqu'ils arrivent à l'étage, dans la chambre qui semble être celle des parents, que les enquêteurs font une macabre découverte. Une immense tache de sang recouvre le matelas du lit. Sur les murs, on distingue des traces de sang qu'on a, semble-t-il, tenté d'effacer. Tout semble indiquer que la chambre est probablement la scène d'un accident dramatique ou d'un crime. Dans les jours qui suivent, le résultat des analyses est formel.
Le sang retrouvé sur le mur et dans le lit des époux Godard correspond à celui de Marie-France Godard, la mère de famille. Pendant ce temps en mer, le bateau, un voilier de 9 mètres, reste toujours introuvable. Aucun débris n'a été repêché. Les soupçons se tournent d'emblée vers le père de famille, le docteur Yves Godard. Le parquet ouvre une information judiciaire pour meurtre. Un mandat d'arrêt international est lancé. Les policiers de la section de recherche de Rennes prennent l'enquête en main sous la tutelle du juge Gérard Zog. D'emblée, ils envisagent le pire, un homicide familial. Même si, comme l'explique le procureur de la République de Saint-Malo, Rémi Hetz, ce n'est qu'une hypothèse. Aucune piste ne peut à cette heure être privilégiée, ni négligée d'ailleurs. Les incertitudes restant entières tant sur le cheminement de la famille que sur l'itinéraire emprunté par le bateau. Il faut également que de nombreuses mesures techniques, de police technique et scientifique, soient diligentées sur les prélèvements effectués tant au domicile que dans le véhicule de la famille. Il se peut qu'il y ait eu un enchaînement dramatique, une scène dramatique avant l'embarquement donc de M. Godard sur son bateau. Au fil des jours, les enquêteurs se concentrent sur la personnalité du médecin. Yves et Marie-France sont mariés depuis 5 ans. Les amis du couple et leurs voisins parlent aux enquêteurs d'une famille unie et heureuse. Yves Godard, médecin généraliste, exerce à Caen. Il est par ailleurs spécialisé dans les médecines alternatives, acupuncture et homéopathie en tête. Il est par ailleurs membre d'un petit syndicat de commerçants dans lequel il s'investit beaucoup, selon certains témoignages. Quant à sa femme, Marie-France, 43 ans, elle ne travaille pas, même si parfois elle s'occupe du secrétariat de son mari. Le 26 août, 5 jours avant le départ du docteur et de ses enfants en bateau, Yves Godard travaille à son cabinet, comme tous les jours. Et selon l'une de ses patientes, il n'y a rien que de très habituel dans son comportement ce jour-là. Ce jour-là, je lui ai parlé de mes problèmes et il m'a prescrit comme souvent une cure à base de gélules qu'il importait de Belgique. Le docteur Godard, c'était le genre à toujours privilégier des traitements doux avant ceux à base d'antibiotiques. Il était connu pour ça. Les gens l'appréciaient pour son côté humain. Il prenait à chaque fois du temps à s'intéresser aux histoires de ses patients. Il prenait le temps de leur parler et surtout de les écouter. Tout au long de la consultation, je n'ai rien remarqué de particulier. Il était toujours le même, calme et pudique. Pas facile à déchiffrer. Un excellent médecin et un monument de sang-froid. Je dirais même qu'il m'inspirait confiance. Autrement dit, un homme heureux qui a réussi dans la vie et qui a réussi sa vie. Pourtant, des témoignages d'amis du docteur Godard laissent entendre qu'en fait, le couple n'allait pas bien. La presse peut ainsi nourrir son hypothèse selon laquelle on aurait affaire à un drame familial. Le premier juge d'instruction en charge de cette affaire, Gérard Zog, auditionne le père du docteur Godard, lui aussi médecin et surtout psychiatre. Ce dernier affirme au juge qu'il a analysé la personnalité de son fils et qu'il le croit capable de commettre un suicide collectif. Autre élément qui ne sera révélé que bien plus tard par les enquêteurs. Le docteur Godard a accumulé en août 1999 près de 2 millions de francs de dettes, ce qui correspondrait aujourd'hui à 300 000 € environ. Il s'agit soit de cotisations impayées à l'État, soit des remboursements de crédits qu'il a contractés auprès de plusieurs banques. On retrouve d'ailleurs à son cabinet plusieurs lettres de relance d'huissiers qui se font de plus en plus pressantes. Y aurait-il eu volonté pour Yves Godard de fuir, pour recommencer sa vie ailleurs ? Toujours est-il qu'au cabinet du médecin, les policiers mettent aussi la main sur le carnet de consultation du médecin qui affiche presque complet pour les premières semaines de septembre. Or, après vérification, les rendez-vous sont tous fictifs. Aucune des personnes appelées n'avait pris rendez-vous chez le médecin. Le mystère s'épaissit. S'agit-il bien d'un crime passionnel ? Celui d'un homme qui voulait quitter sa femme pour partir et changer de vie ? Oui, mais il y a les enfants. Les aurait-il tués, comme sa femme ? Ou les a-t-il emmenés avec lui ? Toutes les questions sont permises, puisque chaque nouvel élément de l'enquête agrandit le mystère. Après presque 2 semaines d'investigation, on n'a toujours trouvé ni débris, ni indices, ni témoignages qui permettent de faire avancer le dossier. Heureusement, dans cette enquête, comme dans bien d'autres, il y a le hasard, auxiliaire de police efficace. Le 16 septembre, alors qu'il navigue dans la Manche, à proximité de Cherbourg, un navire marchand repêche un gilet de sauvetage. Comme le veut le règlement, ce gilet porte le nom du navire auquel il appartient. Et là, surprise, il s'agit du Nick, le fameux bateau loué par Yves Godard à Saint-Malo. Les marins préviennent le port, qui à son tour envoie un message aux policiers de la section de recherche de Rennes. L'enquête semble repartir.
D'autant que dans la foulée, le 23 septembre, on découvre sur une plage du sud de l'Angleterre un radeau de survie. Cette petite embarcation est un élément du voilier Nick, oui, celui que le docteur Goddard avait loué pour sa petite balade entre Saint-Malo et Perros-Guirec. Les policiers britanniques avertissent leurs homologues français. Après expertise de cette pièce à conviction, le procureur Rémy Hetz explique que le canot n'est qu'à moitié gonflé, qu'il a peut-être été utilisé par les occupants du voilier, peut-être, mais rien de plus. On ne retrouve aucun ADN, aucun indice sur les disparus. Au début du mois d'octobre, au moment où les enquêteurs sont dans le flou le plus total, la gendarmerie de Falaise, une ville située à une quarantaine de kilomètres du domicile des Goddard, reçoit une lettre anonyme sur laquelle est écrite: Le docteur Yves Goddard est vivant. Il vit en mer d'Irlande, sur l'île de Man. Le prendre au sérieux. Troublant. L'île de Man, un bout de territoire britannique en mer d'Irlande. Situé à 600 000 marins, à peu près 1000 km au nord des côtes de Bretagne, l'îlot est connu pour ses pratiques opaques en matière de transactions financières, son autonomie politique aussi, son autonomie douanière, enfin le genre d'endroit où l'on peut refaire sa vie sans éveiller les soupçons. Est-ce cette raison qui a poussé Yves Goddard à y poser le pied? Et l'étrange informateur dit-il vrai? Pour en avoir le cœur net, les policiers rennais se rendent sur place. C'est dans cet hôtel qu'Yves Goddard et ses deux enfants auraient séjourné entre le 7 et le 14 septembre. Des enquêteurs de la brigade de recherche de Rennes sont arrivés mardi sur l'île de Man suite au témoignage d'un hôtelier croyant avoir reconnu les disparus. Munis d'une commission rogatoire internationale, ils ont confié des photos à la police locale qui a lancé un appel à témoins. On leur a montré des photos. L'équipe de l'hôtel se souvient qu'au début septembre, M. Goddard et ses deux enfants étaient bien là. Alors on parcourt les registres, les notes de téléphone pour être sûr que ces témoignages sont sérieux. Plusieurs témoignages donc, dont celui d'un hôtelier. La piste semble solide, d'autant que l'administration britannique à Man dévoile aux enquêteurs français qu'Yves Goddard possède un compte bancaire sur l'île. Un compte bien garni et qui échappe à tout regard de la fiscalité française, cela va sans dire. Quelques jours plus tard, les enquêteurs reçoivent une nouvelle fois une lettre dans laquelle l'auteur, qui semble être le même que celui de la première missive, insiste. Le docteur Goddard est dans la région des îles Hébrides, plus spécialement à Lewis. Sauvez Marius et Camille. Plus de doute, il s'agit d'un corbeau, un individu qui semble bien connaître le dossier mais dont les motivations échappent aux enquêteurs. Nouveau voyage pour les policiers, cette fois sur l'île Lewis, plus au nord, dans l'archipel des Hébrides, en Écosse. Mais dans leur précipitation, les policiers français n'ont pas pris les papiers adéquats. Ils sont donc vite éconduits. Était-il près du but? Le médecin a-t-il bénéficié d'une complicité locale pour faire obstacle à l'enquête? Le docteur Goddard était-il là, ce jour-là? Cette étape écossaise amène bien plus de questions que de réponses dans un dossier judiciaire déjà bien compliqué. De retour à Rennes, faute d'éléments concrets, les enquêteurs se tournent vers ce fameux corbeau. Grâce à de l'ADN prélevé au dos du timbre, ils arrivent à déterminer que l'expéditeur est une femme. Mais malgré des tests génétiques qu'ils réalisent, ils ne sont pas en mesure de l'identifier. Au bout du compte, des disparus, de mystérieuses pistes laissées par un corbeau, des éléments du bateau retrouvés qui ne disent rien, le flou se transforme en brouillard opaque. Le 16 janvier 2000, élément nouveau. Il est l'œuvre de l'océan. Un bateau de pêche remonte dans ses filets un sac dont l'expertise révèle qu'il appartient au docteur Goddard. Le correspondant de France Inter sur place, Frédéric Collat, donne des précisions. C'est un grand sac de voyage de toile verte qu'a remonté hier soir le Mélissandre, un chalutier d'Erquy qui pêchait à 80 km au nord de l'île de Bas. Un sac rempli de vêtements d'enfants, des bottes, des tennis, des petits cirés, une veste polaire d'adulte et tout un lot de papiers d'identité. Le permis de conduire d'Yves Goddard, sa carte bleue figurent à l'inventaire, tout comme la carte bancaire de sa femme Marie-France qu'il est soupçonné d'avoir tuée avant de s'enfuir avec Marius et Camille au tout début du mois de septembre. Dans le sac également, un agenda et des photos.
La découverte est jugée ce soir importante par le procureur de la République de Saint-Malo, d'autant plus importante que la zone est proche de celle où avait été retrouvée le 5 septembre l'annexe du Nick, ce voilier loué à Saint-Malo par le docteur Godard. De là à penser que les effets retrouvés remontent du voilier coulé, il n'y a qu'un pas. Des recherches pourraient être entreprises, indique le magistrat malouin, qui ajoute qu'aucune hypothèse n'est pour l'instant privilégiée par cette découverte. Pour autant, le rebondissement est salutaire dans une enquête qui commençait à s'enliser. Résumons. À ce stade, les enquêteurs sont en possession d'un cadeau de survie, d'un gilet de sauvetage et maintenant d'un sac rempli d'affaires appartenant au Godard, repêché ou découvert à près de 5 mois d'intervalle dans une zone géographique de près de 30 000 mètres carrés. Les enquêteurs penchent maintenant vers une possible mise en scène. Oui, mais par qui et dans quel intérêt ? Dans la presse régionale, malgré un secret de l'instruction bien gardé, l'affaire s'invite de nouveau en une sous le titre « Le petit poucet mène les enquêteurs en eau trouble ». Puis au mois de mai, des témoins qui rentrent de vacances de l'île de Crète affirment avoir croisé le docteur Godard accompagné d'une femme et d'enfants. Le témoignage est pris au sérieux, mais la piste ne donnera rien. Dans les semaines qui suivent, les enquêteurs sont informés que le docteur Godard possède un compte de plusieurs millions d'euros sur l'île portugaise de Madère, située au large du Maroc, dans l'océan Atlantique. Une nouvelle fois, les enquêteurs français se rendent sur place, afin de savoir si oui ou non Yves Godard a eu accès à ce compte ces derniers mois. On apprendra par la suite qu'il était bien garni ce compte par de l'argent du syndicat de commerçants dont Yves Godard était le trésorier. Sur place, le compte est inactif, mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. En effet, le 6 juin, au large de Saint-Brieuc, 9 mois après la disparition de la famille Godard, le chalutier l'Indomptable fait dans ses filets une macabre découverte. Joint par téléphone, le capitaine du navire explique. Mes gars ont trié le poisson, on a récupéré... Ils ont récupéré un haut de crâne avec un œil, enfin il y avait l'œil de décider, puis il y avait juste le haut du crâne. Alors dans l'affolement, dans la panique un petit peu, je vous avoue que quand vous arrivez en pleine nuit, c'est un peu macabre. Alors je leur ai dit, débarrassez-vous de ça. Vers 4h moins le quart, lorsqu'on a reviré le chalut, cette fois-ci, la surprise c'est qu'il y avait un autre crâne beaucoup plus petit et cette fois-ci entier avec, on voyait bien le dessin des yeux, du nez et le crâne était intact, il restait quelques dents et voilà c'était une découverte un peu macabre cette nuit là. Expertisé et analysé dans le laboratoire de la police scientifique, le crâne finit par livrer tous ses secrets. Il s'agit de celui d'un enfant dont la présence dans l'eau n'excède pas 1 an et dont le profil génétique correspond sans l'ombre d'un doute à celui de Camille Godard, la fille aînée du couple, 6 ans. Les enquêteurs se demandent alors si ce deuxième crâne, beaucoup plus gros, celui qui a été remonté en premier puis relâché dans l'eau, n'est pas celui du docteur Godard. Au début de l'année 2001, un nouvel élément vient compléter la collection d'indices des enquêteurs. La carte professionnelle du docteur Godard est retrouvée sur une plage près de Dinard. Puis, quelques semaines plus tard, c'est la carte bleue du médecin qui est récupérée sur l'île des Ébiens, dans les Côtes d'Armor. Des indices, bien sûr, mais qui ne trouvent pas mieux que d'épaissir le mystère. Il se trouve en effet que les cartes sont en trop bon état pour avoir séjourné aussi longtemps dans l'eau. Alors qu'elle n'est qu'à l'état de croquis, cette histoire illustre déjà le principe selon lequel la réalité dépasse la fiction. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Notre invité aujourd'hui, Éric Lemasson, auteur d'une contre-enquête et d'un livre intitulé « L'assassinat du docteur Godard », paru en 2011 aux éditions Les Arènes. En octobre 2001, sans doute pour prouver que leur profession ne recule devant aucun sacrifice, plusieurs journalistes accompagnés d'experts plongent dans les eaux de la Manche pour tenter de retrouver l'épave du voilier Nick. À la surprise des enquêteurs, ils détectent un écho sous-marin. Mais s'agit-il du voilier sur lequel avaient embarqué Yves Godard et ses 2 enfants ?
Au micro d'un journaliste de France Bleu Armorique, le président de la Confédération maritime, Alain Mallardet, reste optimiste. On a eu la chance de trouver un échosondeur à un certain moment. Alors cet échosondeur, ça veut dire qu'il y a dans le fond de la mer, à cet endroit-là, un corps qui est étranger au fond naturel marin et qui renvoie l'écho d'une coque en polyester d'une dizaine de mètres de long, avec environ 2 mètres de hauteur au-dessus de la surface du fond. Une épave que vous n'avez pas vue, hein. Une épave qu'on n'a pas vue, non, parce que cette épave est recouverte de sable par les mouvements de marée, quoi. Est-ce que cette épave pourrait être le bateau du docteur Godard ? Moi, je dis pas ça, parce que je peux pas partir de certitude tant que c'est pas vérifié, donc je suis obligé de rester très très prudent. Mais les dimensions, le site de découverte, tout peut nous donner des indications dans cette direction-là, oui. Et c'est dans ce secteur, je crois, qu'on a retrouvé les crânes des enfants aussi. C'est effectivement dans ce secteur-là qu'on a fait différentes découvertes, dont les crânes, oui, et puis aussi une baume avec un morceau de voile qui était accroché. Voilà. Pourtant, malgré des moyens humains et matériels conséquents, comme une histoire qui se répète, cette médiatique opération se solde par un échec. On ne retrouve pas le voilier au fond de l'eau. Non, il n'est pas là. Mais alors, où est-il passé ? Au début de l'année 2002, bien qu'aucun élément matériel nouveau ne vienne se joindre au dossier, l'enquête va entrer dans sa partie la plus rocambolesque. Au fil des mois et des années, les témoignages venus de l'étranger se suivent, mais à chaque fois, le scénario est le même. Oui, quelqu'un a vu et reconnu Yves Godard. Et les destinations s'amoncellent. Phuket en Thaïlande en 2001, Miami aux États-Unis en 2002, puis un peu plus tard, aux confins de la Chine. À chaque fois, les enquêteurs prennent le temps d'analyser les témoignages et se rendent sur place. Quand enfin, en décembre 2004, une nouvelle piste, apparemment sérieuse celle-là, se dessine par recoupement de plusieurs témoignages distincts. Cette piste localise le docteur Godard en Afrique du Sud. Envoyés sur place, les journalistes de France 2 racontent. Aujourd'hui, le docteur Godard aurait été aperçu ici, dans ce restaurant de Durban, en Afrique du Sud, puis dans un cabinet médical de la ville, par une navigatrice sud-africaine qui aurait reconnu la photo d'Yves Godard sur une revue de voile. Des gendarmes ont enregistré cette très sérieuse déposition en décembre dernier. Une commission rogatoire internationale a aussitôt été lancée, mais la magistrate en charge du dossier attend toujours le feu vert de la justice sud-africaine pour se rendre sur place à Durban. La juge d'instruction Sauvez devra patienter 8 mois avant que les policiers français ne soient autorisés à se rendre en Afrique du Sud, d'où ils rentreront, comme à leur habitude dans cette affaire, bredouille. En l'espace de 1095 jours, soit 4 années, les policiers français se sont rendus aux 4 coins du monde pour suivre toutes les pistes. En septembre 2006, c'est dans les filets d'un pêcheur que l'enquête va trouver son salut. Un tibia et un fémur sont remontés au large de Roscoff. Les marins qui font le lien avec l'affaire préviennent aussitôt les gendarmes, car c'est dans cette zone qu'a déjà été remonté le crâne de la petite Camille 6 ans plus tôt. À leur arrivée au port, une nuée de journalistes les attend. Mais il faudra patienter plusieurs mois avant que les tests ADN ne permettent d'identifier à qui ils appartiennent. Et là, coup de théâtre. Selon les experts, les 2 os remontés sont ceux d'Yves Godard. Pour l'avocat de la famille de Marie-France Godard, maître Jean de Mazérac, l'information est essentielle car elle va permettre de faire évoluer l'enquête. Elle permet au moins, cette découverte, d'évacuer, d'expurger du raisonnement une des thèses possibles, à savoir la fuite à l'étranger. Donc ça me paraît désormais définitivement acquis que c'est impossible. En revanche, malheureusement pour les membres de la famille que je représente, le mystère reste très épais en ce qui concerne les circonstances de la disparition et de la petite Camille, dont on sait qu'elle est morte, mais aujourd'hui de Marie-France Godard et également du petit Marius. Seule certitude, l'action judiciaire contre le docteur Yves Godard est terminée. Faute d'éléments nouveaux, l'enquête judiciaire a bien failli s'arrêter là. Pourtant, c'est encore une fois un corbeau qui va venir relancer l'affaire. En janvier 2007, une lettre anonyme est envoyée à la mairie de Lingèvre, une commune voisine de Tilly-sur-Seulles, où se trouve la maison de la famille Godard. Elle indique la présence d'ossements dans le cimetière communal. Des ossements qui seraient ceux de Marie-France Godard, l'épouse, dont pour l'instant on n'a aucune trace. Le maire de la petite commune a pris tout de suite la lettre au sérieux. Il a averti les gendarmes. Et face aux journalistes, il s'explique. Un courrier anonyme qui nous précisait d'aller faire des fouilles dans le cimetière.
un endroit relativement bien précis et qui pourrait concerner Madame Godard. Le petit cimetière est situé à l'entrée du village. Il abrite environ 150 tombes. Mais les enquêteurs n'ont pas à chercher longtemps, car les indications du corbeau étaient précises. Et c'est effectivement dans un coin du cimetière que les gendarmes mettent au jour un crâne ainsi que des ossements. Ils étaient enfouis à 50 cm sous terre. L'un des adjoints de la mairie décrit la scène. Les enquêteurs, il y a eu d'abord une pelle avec un tracteur qui a creusé le dessus. Et dès qu'ils ont eu le moindre indice, là, ils ont épluché ça grain par grain et là, ils ont découvert des ossements, même des dents. Mais aucune trace de vêtements, d'accessoires, de quoi que ce soit? Absolument pas. Il n'y avait que des ossements et un crâne. 15 jours plus tard, l'ADN rend son verdict. Les os retrouvés ne sont pas ceux de Marie-France Godard. Nouvelle fausse piste dans une enquête dont le doute semble être le seul carburant. En septembre 2012, le 5e juge d'instruction en charge de l'affaire décide de clore l'enquête sur la disparition du médecin Canet, de sa femme et de leurs 2 enfants. Un peu comme une démission devant tant d'opacité, des mystères, de fausses pistes, en un mot, l'insoluble. 15 ans après les faits, le mystère reste entier. À ce jour, aucun autre élément n'est venu rouvrir le dossier de ce polar en haute mer. Éric Lemasson, bonjour. Bonjour. En reporter, vous êtes actuellement réalisateur et producteur pour la télé. Vous êtes l'auteur d'une longue et minutieuse enquête sur l'affaire Godard intitulée « L'assassinat du docteur Godard », paru en 2011 aux éditions des Arènes. D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à vous plonger dans cette histoire ? La vraie raison, c'est que c'est probablement l'une des plus grandes énigmes criminelles de ces 20 ou 30 dernières années. C'est du Agatha Christie. C'est clair. C'est un mélange d'Agatha Christie d'ailleurs, et pour ceux qui ont lu cette saga du Nord, Millennium, parce que se mêle à un mystère de type Agatha Christie, une ambiance à la Millennium, vous savez, la mafia internationale, les paradis bancaires, les paradis fiscaux, les grands escrocs, et puis des morts inexpliquées, des crimes sans cadavre. Alors ça, c'est une bonne raison. Puis l'autre raison, c'est que je suis originaire de cette région, voilà, où ça s'est passé. La Normandie. La Normandie. Voilà, d'accord. Et la troisième raison, c'est que lorsqu'on est journaliste et qu'on aime l'enquête, il arrive parfois qu'on ait, comme on dit, des contacts dans les milieux des enquêteurs. Et vous savez, après des années et des années d'enquête, il y a des enquêteurs qui ont eu, je crois, envie que le fruit de leur travail soit un peu partagé par le public, puisqu'il n'était pas totalement exploité par la justice. Alors maintenant qu'il y a un non-lieu, je peux en parler. Ce n'est plus couvert par aucun secret de l'instruction, mais j'ai eu accès, comme on dit, à des sources au cœur de l'enquête. Alors, on va y revenir, bien sûr. Quand on a une affaire comme ça, qui est tellement mystérieuse, par quel bout on la prend ? Parce qu'il faut bien commencer. Bonne question, et je ne sais même pas comment y répondre. D'ailleurs, il y a déjà les faits qui sont absolument incroyables. Il y a une famille qui disparaît, il y a du sang, mais il n'y a pas de cadavre. Il y a un bateau qui disparaît, mais on le retrouve jamais, sauf des petits indices éparpillés en mer. Mais ces indices éparpillés en mer n'ont aucune cohérence les uns avec les autres. C'est-à-dire que les enquêteurs vont pouvoir démontrer, avec des spécialistes des courants et des marées, qu'il n'est pas possible que ce soit issu d'un naufrage. C'est-à-dire, un seul exemple, on va retrouver bien longtemps après un canot de survie dans un petit port en Angleterre échoué sur la plage anglaise, et étant donné la configuration des courants et des marées, il était rigoureusement impossible que ça corresponde à l'annexe qui avait été retrouvée ailleurs, au gilet de sauvetage qui avait été retrouvé encore à 3e endroit, etc., etc. Donc il y a une main invisible qui s'amuse à éparpiller des indices pour disperser les soupçons. On a l'impression effectivement, pardonnez-moi de vous couper, que un indice retrouvé va nous dire en gros, non, la piste sur laquelle vous étiez, c'est pas celle-là. Ouais. Et alors le plus bel exemple de ça, et je prenais la métaphore avec Agatha Christie du genre des petits nègres, c'est ces mystérieuses cartes qui apparaissent à intervalles réguliers sur une petite plage bretonne. C'est-à-dire qu'à partir de 2001 jusqu'à 2007, vous avez toujours sur cette même petite anse d'une toute petite île, l'île des Ébiens, pour ceux qui connaissent, dans les Côtes d'Armor, vous avez des petites cartes de type carte de crédit ayant appartenu au docteur Godard, qui sont semées, là encore par une main invisible, pour réveiller le dossier et, semble-t-il, tenter de mettre les enquêteurs sur la bonne piste, qui est une piste financière,
une piste qui n'est pas du tout ce qu'on croyait, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un drame familial. Alors qu'est-ce que c'est pour vous, puisque c'est pas un drame familial, qui tire les ficelles? Pourquoi cette mort? À qui ce docteur Godard avait-il affaire? Alors en fait, c'est assez simple à comprendre, c'est qu'il y a deux affaires dans cette affaire Godard. Il y a une double affaire. Il y a une première affaire qui est un drame familial, c'est-à-dire quelqu'un qui veut refaire sa vie. Beaucoup de gens rêvent de tout recommencer à zéro. Lui organise longtemps à l'avance, des années à l'avance, son grand départ et il organise pour ça de quoi avoir de l'argent à l'étranger. Il organise matériellement son départ et il veut tout recommencer à zéro. Et là, le scénario se passe pas comme il voudrait. Et là, ça se passe mal, notamment avec son épouse. Et il se pourrait... Nul n'en sait rien, aucun élément dans le dossier d'enquête a pu le démontrer, mais il se pourrait que soit le docteur Godard a fait disparaître sa femme alors qu'elle s'était suicidée, soit il a fait disparaître sa femme alors qu'il l'a tuée. Bref, le drame familial peut exister dans une partie du dossier. Et puis, ça ne suffit pas pour autant à expliquer ce mystère, c'est-à-dire la disparition du médecin et de ses deux enfants par la suite, puisqu'ils vont se promener, entre guillemets, longtemps depuis les côtes bretonnes jusqu'à l'extrême nord de l'Écosse. Et pour expliquer cette autre affaire Godard, les enquêteurs, patiemment, pendant des années et des années, pendant presque 10 ans, discrètement, vont accumuler des informations qui montrent que cet homme-là était, disons, en cheville avec une organisation de type mafieux, voilà, et dont il aurait pu justement être la victime. C'est-à-dire qu'il peut très bien être à la fois coupable de quelque chose dans la partie drame familial, en gros ça se passe mal avec sa femme le jour où il part, et à la fois victime de quelque chose dans la partie du dossier où il est en relation d'affaires au départ, positive, puis victime d'une organisation, une nébuleuse mafieuse. Vivant ou mort, le monsieur? Il est mort. Oui, mais bien sûr, je ne sais pas. D'accord, mais vivant ou mort, c'est-à-dire que on a pensé, il y a eu une période où on a pensé, quand on a dit il est mort, qu'en fait il pouvait être encore vivant, caché, parti. Il y a eu un fantasme comme ça. Le secret de l'instruction, c'est rare qu'il soit respecté. Là, il a été très longtemps. Donc les médias pensaient des choses, disaient des choses, les enquêteurs pensaient autre chose. Les enquêteurs savaient bien que cet homme-là avait disparu et qu'il n'était pas mort pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'il a disparu sur les côtes bretonnes. Il est d'abord resté, si vous voulez, rapidement, il quitte la Normandie en voiture, il arrive à Saint-Malo, il prend un voilier, mais il part pas en mer avec ce voilier. Il reste dans une petite crique bretonne. Et là, il va abandonner son bateau et partir par un ferry sur l'île de Man, en mer d'Irlande, entre l'Angleterre et l'Irlande, puis sur les îles Hébrides, tout à fait au nord de l'Écosse. Et là, les enquêteurs britanniques de l'île de Man, puis écossais, puis les gendarmes français, vont avoir la certitude qu'il est vivant. De nombreux témoignages qui se recoupent très précis. J'ai vu les procès-verbaux des services de police britanniques et des gendarmes français. Moi-même, je suis retourné sur place rencontrer ces témoins. Tout démontre qu'il est vivant à ce moment-là. Et puis on perd sa trace. D'où ma question. Et puis on perd sa trace. Et c'est vrai que il y a une forme de mystère on ne sait pas exactement où et comment il est mort. Ce qu'on sait, c'est qu'il est mort puisqu'en 2007, on retrouvera très au large dans la Manche, près de la fosse des Casquets, très profondément, un chalutier remontera un fémur et un tibia et la double vérification ADN pourront démontrer que c'était bien les ossements du docteur Godard. Éric Lemasson, alors, cette organisation mafieuse, de quelle nature? Quelle organisation? Alors, il faut d'abord parler d'un syndicat, vous savez, un mouvement poujadiste anti-système qui s'appelle la CDCA, Confédération de défense des artisans et des commerçants. C'est une réminiscence du Sidunati, de l'ancien Sidunati. C'est ça, c'est disons la même famille de pensée, c'est du poujadisme. Dans les années 60 ou 70, c'était le Sidunati. Dans les années 90, en Bretagne et dans le Languedoc, c'était cette CDCA qui a eu plus de 100 000 membres, c'est-à-dire des commerçants dont le slogan était anti-système, à bas les charges, à bas les impôts. C'est très à la mode aujourd'hui, ça a mobilisé beaucoup déjà. Et de se dire, on ne paye plus nos cotisations patronales, on délocalise nos sociétés juridiquement pour ne plus avoir à payer quoi que ce soit en France. Et puis, on organise un système parallèle de sécurité sociale privée
Et nos membres en sont, disons, à la fois les financeurs et les bénéficiaires. C'est un système mutualiste. Oui, privé. Sauf que... sauvage même. Voilà, sauvage. Alors ces gens sont très liés à l'extrême droite et ils mettent en place une nébuleuse financière d'évasion fiscale à l'époque déjà, de sécu privés parallèles et de systèmes de délocalisation de leur commerce. Et là, ils se mettent de mèche, si vous voulez, avec des réseaux mafieux. Et l'énorme masse d'argent qui est drainée à l'intérieur de ce système va faire l'objet, on va dire, de convoitises diverses et variées dans le domaine des vrais grands escrocs internationaux. Et le syndicat CDCA va même perdre le contrôle là-dessus, va se faire, on va dire, prendre son magot, ce qui aboutira d'ailleurs, parenthèse, cette guerre au sein de cette organisation CDCA à l'assassinat de son leader, Christian Pousset, en janvier 2001. Le leader de ce syndicat est abattu de 7 balles à bout portant dans ses bureaux à côté de Montpellier. Peu de temps auparavant, le banquier assureur qui avait mis en place ce système d'assurance privée est lui aussi mort mystérieusement dans un vrai faux accident d'avion. Ce qui montre qu'on a un système mafieux, violent, voilà. Et financier. Là, le docteur Godard, quel rapport ? Oui, je vais vous le dire. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans ? Les enquêteurs qui ont travaillé patiemment sur ce dossier vont découvrir, d'abord en négligeant cette piste, et puis en la réactivant très tardivement, dans les années 2007-2008, vont montrer que le docteur Godard était non seulement lié à ce syndicat, mais qu'il en était un idéologue, un membre très actif dans sa région Basse-Normandie où il travaillait. Et il était même celui qui, dans cette région, avait le fichier des adhérents, était le trésorier, etc. Or, lui, que s'est-il passé ? Comme d'ailleurs de nombreux autres commerçants, artisans, professions libérales qui étaient membres de ce syndicat, il avait donné toutes ses économies à ce système pour pouvoir s'enfuir. 3 millions de francs de l'époque. Pourquoi je ne comprends pas le rapport entre donner toutes ces économies pour pouvoir s'enfuir. Eh bien, il avait, comme on dit, organisé son insolvabilité ici en France, c'est-à-dire qu'il payait jamais ses charges, jamais ses cotisations, il était assailli par les huissiers, alors il mettait tout au nom de ses enfants sous forme de SCI, etc. Et par ailleurs, il avait pris en plus des crédits, vous savez, genre revolving pour avoir du cash, et puis il expédiait son argent à l'étranger parce qu'il comptait un jour, ce qu'il a fait, partir du jour au lendemain pour abandonner derrière lui sa vie d'avant, sa femme éventuellement, et son pays, et refaire sa vie ailleurs. Et donc il avait mis de l'argent dans des paradis fiscaux. À Madère notamment. À Madère notamment. Donc j'essaie de redonner les fils de ça. Les menacer à un moment, pourquoi il y a cette précipitation-là ? Pourquoi ça se passe pas normalement, si je puis dire ? Je disais qu'il y a 2 affaires Godard. Il y a le fait que ça se passe mal avec son épouse, puisqu'on va trouver du sang dans la maison, pas de cadavre. En tout cas, vraisemblablement, il y a eu un drame. Donc déjà, ça change un peu ses plans. C'est-à-dire que soit il comptait partir avec elle, soit il comptait partir sans elle, mais sans les enfants non plus, probablement. Il y a eu, disons, une surprise de dernière minute. Et puis surtout, l'enquête des gendarmes, des magistrats, montre qu'il n'a pas pu récupérer l'argent qu'il avait placé à l'étranger dans des comptes sur des paradis fiscaux à l'île de Man ou à l'île de Madère. Alors après, c'est une série d'indices, un faisceau d'indices, comme on dit, qui montre que très probablement, alors même qu'il était membre de ce syndicat et qu'il était confiant dans cette organisation qui avait placé son argent à l'étranger, eh bien, il a été en conflit avec cette organisation. Lorsqu'il a voulu récupérer son argent, il y avait une sorte de système à la Madoff, si vous voulez. On plaçait l'argent au Luxembourg, à Man, à Madère, et puis lorsque les épargnants, les adhérents voulaient récupérer cet argent, c'était jamais vraiment possible. Et c'est ce qui lui est arrivé. Et alors, les enquêteurs, donc ça se passe à Rennes, on mène l'enquête à Rennes et à Saint-Malo, juge d'instruction, vont, dans les années, c'est assez tardif, 2007-2008, faire le lien avec ce dossier judiciaire ouvert à Montpellier sur la mort, l'assassinat du leader du syndicat des petits commerçants. Christian Pousset. Et là, ce qui va se passer, c'est que les policiers de Montpellier vont expliquer aux enquêteurs bretons que l'un de leurs suspects dans le premier dossier, a un peu parlé et un peu raconté des choses en disant qu'ils étaient aussi allés s'occuper d'un médecin dans le nord de la France, d'un médecin et de ses enfants. Oui, là c'est d'où le lien entre les 2 dossiers.
Bien, on a dit, alors comme d'habitude, mais c'est à la fois un faux débat, mais c'est aussi un débat qui existe, puisqu'il est là, il faut bien s'en dépêtrer, que l'affaire avait été très, très, très médiatisée, que les médias avaient contribué finalement à leur corps défendant à rendre l'histoire encore plus compliquée, encore plus opaque. Quel est votre regard sur c'est vrai cet aspect-là ? En tout cas, il y a une chose qui s'est produite, c'est un télescopage avec un autre grand dossier médiatique à l'époque, qui est l'affaire Caroline Dickinson. Et d'ailleurs, ce télescopage a été tellement fâcheux qu'il a provoqué un micmac juridico-diplomatique entre la France et l'Écosse, au moment où des gendarmes sont allés sur ces îles dans les Hébrides, à l'île de Lewis. L'île de Lewis. Voilà, ils sont allés sur place. C'était la première vraie piste quand même. La deuxième après l'île de Man. Oui. Ils sont allés d'abord à l'île de Man et puis un deuxième, en fait, une lettre anonyme leur indique qu'il est déjà reparti de l'île de Man, mais qu'il est sur cette île de Lewis dans les Hébrides. Et là, ils sont à 2 doigts d'arrêter le docteur Godard et ses enfants. C'est-à-dire que le docteur Godard, c'est un tout petit port, j'y suis allé, un tout petit village, vous imaginez une toute petite île, enfin une île assez grande, mais le port, c'est assez perdu, c'est le nord de l'Écosse, on se croirait dans Tintin, l'île Noire. Si D'ailleurs, le capitaine dit, oui, il y a un registre, la capitainerie, mais n'importe qui peut venir et accoster chez nous. Oui. Et là, les gendarmes sont là, courent après le docteur Godard et ses enfants, et sont très près de le coffrer, de l'arrêter, de l'intercepter, de l'interpeller, en collaboration avec la police écossaise. Et là, les Écossais vont mettre un terme à cette enquête des gendarmes français sur leur sol en disant « Vous n'avez pas les commissions rogatoires internationales en bonne et due forme, notre gouvernement a refusé l'enquête, etc. » Et je disais que c'était un télescopage avec un autre dossier qui était instruit à l'époque par le juge Renaud Van Ruymbeck, qui était l'affaire Caroline Dickinson, qui se produisait dans la même région. Il y avait une confusion dans les services judiciaires, je fais simple, qui a fait que le ministère de la Justice écossais a empêché les gendarmes français d'interpeller à ce moment-là le docteur Godard, alors qu'il se trouvait à quelques centaines de mètres d'eux et qu'il allait repartir et quitter le port de cette petite île de Lewis. Et évidemment, ce fâcheux épisode a été tenu secret pendant des années par les gendarmes et les magistrats français parce que c'était assez peu glorieux, il faut le dire. On aurait pu à ce moment-là mettre un terme au mystère et même probablement, très probablement, sauver la vie des enfants qui ont été retrouvés morts par la suite. Dernière chose, que nous dit cette histoire de nous, de notre société, d'aujourd'hui? C'est pas que c'est une morale parce qu'elle est très triste, mais ce que ça nous dit de nous, c'est que voilà un homme et voilà des gens qui veulent échapper au système parce qu'ils ne l'aiment pas, ils veulent échapper aux impôts, ils veulent échapper à la pression et ils veulent se créer un monde idéal ailleurs. Je veux partir du jour au lendemain et ils confient leurs économies mais aussi leur vie à une organisation qui est encore bien pire évidemment que le système qu'ils dénonçaient et qu'ils voulaient quitter. C'est-à-dire qu'on quitte ce pays parce qu'on le fuit, parce qu'on trouve que c'est injuste, et finalement on trouve bien pire et on finit par en mourir. Et ça, c'est quand même cruelle leçon de ce dossier. Merci Éric Lebasson, je rappelle le titre de votre ouvrage, L'assassinat du docteur Godard. J'ai bien dit l'assassinat, non pas la disparition, tout est dit. C'est en 2011 aux éditions des Arènes. Merci, au revoir. Merci à vous.